Alors cette fois, vous avez pas mal de travail à faire, mais vous avez 15 jours pour le réaliser. Donc en TP, vous avez vu jusqu'à quel point on peut se dépasser sportivement, et vous allez prendre la petite feuille distribuée pour la compléter. Donc le pronostic de Georges était en premier John, en deuxième Ringo et en troisième arrivée de Paul. Si l'on utilise le premier document, eh bien on place Paul à 85 km par semaine, ce qui équivaut à 138 minutes, donc 2h18. Pour Ringo, ce sera 2h13 et pour John, 2h15. Donc le pronostic de Georges est faux. C'est Ringo qui arrive premier, John deuxième et Paul en effet troisième. Donc pourquoi ces deux camarades ne sont-ils pas arrivés dans l'ordre supposé? Parce que celui-ci est en état de surentraînement, et on nous dit dans ce texte que les effets du surentraînement sont une baisse de performance, une fatigue de tout l'organisme, et notamment des blessures de plus en plus fréquentes. Et il s'agissait ici de parler notamment des blessures musculaires, comme la déchirure du muscle. Donc ici, le muscle normal de votre livre, avec ses stries transversales, que l'on voit mieux à plus fort grossissement, le noyau d'une cellule musculaire. Ces cellules, vous avez vu dans le film qu'elles constituent des faisceaux de fibres qui elles-mêmes constituent le muscle relié au tendon. Ensuite, vous deviez expliquer à Georges les risques du dopage. Bon, je vais recommencer parce que ça ne me convient pas. Alors aujourd'hui, une séance assez longue, mais vous avez 15 jours pour la préparer. Donc tout d'abord, la correction de votre TP. Vous avez un document à compléter. Donc Georges avait émis un pronostic, à savoir que John arriverait avant Ringo et en troisième arriverait Paul. Il s'est trompé si l'on examine ce graphique, puisque Paul va mettre 2h18 pour réaliser son marathon, Ringo 2h13 et John 2h15. Donc ça fait une première place pour Ringo et une deuxième place pour John, et en effet une troisième place pour Paul. Cette erreur de pronostic est en fait due au fait que John ne bénéficie pas de son entraînement, car on peut parler pour lui de surentraînement plutôt que d'entraînement. En effet, le document 3 nous présente l'intérêt de périodes de récupération qui évitent les baisses de performance, la fatigue de l'organisme, etc. et notamment les blessures comme les déchirures musculaires que vous avez ensuite dû présenter grâce à l'observation au microscope de muscles sur lesquels vous avez tiré fortement, de cellules musculaires plus précisément. Alors on a ici des cellules musculaires intactes avec leurs stries transversales bien visibles, ces cellules qui sont des cellules très allongées. On les retrouve ici à plus fort grossissement avec les stries transversales bien visibles, un noyau visible à ce niveau. Vous avez vu que les fibres constituent donc le muscle, les cellules musculaires constituent des faisceaux qui eux-mêmes constituent le muscle. Cela vous était présenté dans le document 6. On parle pour cela de muscles striés squelettiques, les stries étant ces traits transversaux qu'on a dans le cytoplasme des cellules. Vous deviez ensuite expliquer à Georges les risques du dopage. Alors ce document 4 de votre livre, certes, nous montre les effets attendus du dopage, comme une augmentation du poids, de la circonférence des bras et des mollets, et donc de la force des jambes et des bras. Ce sont les effets souhaités. Mais on a ici donc une molécule dopante, qui est une molécule qui est très proche de la molécule de testostérone,
et on va avoir des effets négatifs dus à cette ressemblance avec la testostérone, notamment pour les femmes, une diminution de la taille de la poitrine, une augmentation de la taille du clitoris, une augmentation des poils au niveau de la figure, du poil au menton, une voix qui devient plus masculine. Ces risques peuvent être classés en problèmes pour différents organes, le foie, la vessie, la peau, l'appareil cardiovasculaire, le tube digestif, l'appareil reproducteur et l'appareil musculo-articulaire. Mais on peut aussi avoir des désagréments comme les maux de tête, la calvitie et enfin des troubles du comportement comme des troubles de l'humeur ou un comportement agressif. Ce qui amène à la notion 4, des pratiques inadaptées ou dangereuses, exercices trop intenses, dopage, augmentent la fragilité du système musculo-articulaire et ou provoquent des accidents. Donc lors d'efforts mal gérés, on peut constater des modifications pathologiques de l'organisme, c'est-à-dire des maladies, des anomalies, ce qui va nous amener à nous poser la question qui amène au chapitre 2, quelles sont les modifications physiologiques, c'est-à-dire normales, de l'organisme. Vous prenez donc maintenant une nouvelle page pour le chapitre 2, la physiologie de l'effort. Que se passe-t-il quand nous réalisons un effort? Eh bien, les besoins de l'organisme vont être augmentés. Alors, comment ils évoluent? C'est ce que nous allons présenter dans un premier temps, avec donc en grand 1 les besoins lors de l'effort. Ce document de la page 208 nous montre ces besoins de manière comparative chez un garçon de 16 ans qui pèse 65 kg et une fille de 16 ans qui pèse 54 kg. On nous demande de préciser les paramètres qui influencent les dépenses énergétiques journalières d'une personne. Eh bien, on voit ici que ces dépenses varient en fonction de 4 paramètres. Le poids, puisque le garçon et la fille n'ont pas le même poids et même s'ils font aucune dépense énergétique, ils ont mais s'ils ne font aucune activité physique, pardon, ils ont une dépense énergétique différente. De l'âge, ici nous avons deux individus de même âge qui sont comparés, mais si on avait des individus d'âge différents, eh bien on aurait une dépense différente. Du sexe, alors je ne peux pas le démontrer avec les documents qui sont fournis ici, parce que certes, on compare des individus de même âge, mais pas de même poids. Donc, on ne peut pas valider ce facteur par le document, mais il est tout à fait valable. Et enfin, de l'activité physique, on a ici mesuré la dépense énergétique en fonction de différentes activités, et on voit que c'est une dépense énergétique qui est très différente. Ce deuxième document nous invite à déterminer les sources d'énergie utilisées par les muscles au cours d'un effort physique. Vous avez dans le texte qui précède les éléments que vous devez noter. Au cours d'un effort physique, les muscles utilisent des glucides, glucose et glycogène. Alors je rappelle que le glucose c'est une petite molécule, alors que le glycogène est un polymère qui est une réserve de glucose. N'hésitez pas à l'ajouter ici, vous devez le connaître depuis la première partie du programme. Des lipides, alors là de la même façon, les acides gras sont les petites molécules de lipides et les triglycérides de grosses molécules de graisse. Les proportions varient en fonction de la puissance du travail musculaire. En effet, on voit que pour un sprint, par exemple, plus de glycogène est utilisé. Par contre, pour une course d'orientation, on va avoir plus d'acides gras utilisés que pour ce sprint et encore plus pour une marche. Donc plus de triglycérides et de glycogène, c'est-à-dire des réserves pour un sprint. Notion 3, la consommation de nutriments dépend aussi de l'effort fourni. Que fait l'organisme de ces nutriments et du dioxygène? Eh bien, c'est ce que nous allons
voir maintenant, au cours d'un exercice physique, de l'énergie est produite. Ici, on a fait des enregistrements de chaleur libérée par la peau avant et après un match de squash. On constate que 70% de l'énergie est perdue sous forme de chaleur. Nous sommes une machine pas très rentable. Si on avait 70% de l'essence qu'on met dans notre voiture qui était perdue, ce serait pas très rentable. Et 30% est utilisé pour le travail des muscles. Vous voyez que les zones particulièrement rouges ici sont les zones constituées de beaucoup de muscles. L'unité de l'énergie, ça peut être les calories, mais c'est plus souvent les kilojoules. Donc l'équation de la respiration cellulaire que je vous rappelle ici, le glucose plus le dioxygène donne de l'eau plus du CO2 plus, et c'est là qu'on peut maintenant ajouter la quantité d'énergie, 2870 kJ pour une molécule de glucose consommée. La notion 5, au cours d'un exercice long et ou peu intense, l'énergie est fournie par la respiration qui utilise le dioxygène et les nutriments. Ce qui nous amène à la question, comment est assuré l'apport accru en dioxygène et en nutriments? Grand 2, paramètres physiologiques modifiés pour apporter plus d'énergie. Tout d'abord, l'augmentation de l'activité respiratoire. Notez bien tout ce que je dis dans cette activité, enfin dans ce petit 1, puisque le petit 2, vous aurez à le faire seul, et c'est le même principe. Donc décrivez l'évolution de la fréquence respiratoire lorsque l'intensité de l'effort augmente. Tout d'abord, il faut savoir définir la fréquence respiratoire, que l'on appelle aussi la fréquence ventilatoire, d'où FV, c'est le nombre de cycles respiratoires en une minute. Un cycle respiratoire, c'est une inspiration et une expiration. Inspiration, expiration, inspiration, expiration, etc. Je suis passé trop vite. Donc, la description, eh bien, vous voyez qu'Elisabeth est partie d'une fréquence ventilatoire au repos de 11. Pour un effort modéré, cette fréquence est fortement augmentée, plus 7. Et enfin, pour un effort intense, elle est plus que doublée. Pour Marc, on a à peu près la même chose, mais il était parti d'une valeur plus faible. Un effort modéré a presque doublé sa fréquence et un effort intense l'a presque triplé. Pour Myriam, elle était partie d'une valeur plus haute, mais elle augmente moins fort qu'Elisabeth. Mais globalement, on a toujours une augmentation de cette fréquence respiratoire. Nous avons ici ce qu'on appelle des spirogrammes qui permettent de mesurer les volumes échangés au cours du temps. On nous demande de déterminer le volume courant et le volume d'air maximal que les poumons peuvent échanger avec le milieu extérieur. Alors le volume courant nous est donné là, c'est donc une inspiration et une expiration. Donc pour une inspiration ou une expiration, c'est le même volume. Donc attention, on part de 0,5, on passe par 0 et on arrive à moins 0,5 à peu près en moyenne. Ce qui veut dire qu'on a un volume courant de 1 litre, 0,5 ici au-dessus et 0,5 ici en dessous, à chaque inspiration, ceci au repos. Le volume d'air maximal, lui, c'est quand on prend une grande inspiration suivie d'une forte expiration au maximum de ses capacités, eh bien il va falloir ajouter à ce volume courant le volume de réserve de l'inspiration et le volume de réserve de l'expiration. Donc le volume d'air maximal, c'est le volume courant plus VRI plus VRE. La question 3 nous demande d'identifier les deux paramètres respiratoires modifiés. Alors on voit qu'ici, il y a plus, la fréquence est plus importante et le volume également. Ce qui nous permet de construire ce graphique que je vous demande de recopier dans votre cours. Concentration dioxygène, je passe rapidement parce qu'on arrive à 15 minutes qui est le maximum de temps imparti.
la notion 6. Donc vous allez, réponse à la question 5, pardon.